Merci, bonjour. Bonne année 2014 pour ceux et celles que je n'aurai pas encore eu le plaisir de côtoyer en ce début d'année. Je suis heureuse de faire le point avec vous et avec mes collègues membres du caucus de la Montérégie. Nous sommes 7 ici présents. Pierre Duchesne s'est excusé, il devait être là, mais au dernier moment, ça n'a pas été possible. Il y a un dossier urgent avec le fédéral qui a requis son attention. Et sinon, nous représentons un caucus, vous savez, de 12 députés en Montérégie. Le titre, je crois, est évocateur de notre communiqué. Une feuille de route ambitieuse pour 2014. Nous avons de l'ambition, je dirais, à double titre. L'ambition d'abord que notre région, que nous représentons, ait dans tous les domaines sa juste part. Vous savez que la Montérégie est une région qui souffre de sous-financement dans différents domaines et notre ambition, c'est de continuer à corriger la situation. Donc une ambition sur le fond des choses. Autre ambition, c'est d'être plus que 12 députés en Montérégie. On est dans une humeur déjà préélectorale, même si on ne connaît pas les échéances, mais soyez sûrs qu'on est déjà en mode action, en mode plan d'action également, pour nous assurer que la région soit encore mieux représentée par des députés du Parti québécois aux prochaines élections. Et donc, lors de caucus comme aujourd'hui, on discute bien entendu de stratégies pour augmenter notre nombre. On est heureux d'être 12, mais on pense que la région serait encore mieux desservie si on n'était plus que 12. Je vais laisser ma collègue Martine vous dire comment nous avons commencé la journée, puis ensuite je vais reprendre sur 2 dossiers qui retiennent particulièrement notre attention. Alors, Martine, je passe le plateau comme on nous l'a demandé. Merci, Marie. Donc, effectivement, une nouveauté que nous avons fait aujourd'hui pour travailler avec les organismes communautaires. Donc, nous avons fait une formule 5 à 7, mais matinale, pour rencontrer les organismes communautaires, particulièrement de la circonscription de La Porte. Mais comme vous savez, les organismes de la circonscription de La Porte travaillent aussi beaucoup dans l'ensemble de Saint-Hubert. Donc, c'est des organismes avec lesquels j'ai le plaisir de travailler là, régulièrement. Donc, dans un premier temps, peut-être remercier le Centre d'action bénévole qui nous a accueillis aujourd'hui ici pour notre caucus régional à l'intérieur de ces locaux. Mais l'ensemble des organismes, que ce soit le maintien à domicile, que ce soit du côté pour les tout-petits, que ce soit pour les artistes qui sont ici. Donc, on a rencontré les organismes communautaires là, du comté, mais aussi un petit peu plus large. Là, il y en avait de quelques autres comtés alentours, parce que vous savez, pour notre gouvernement, le travail avec les organismes communautaires qui sont des multiplicateurs de l'action sur le terrain est extrêmement important. La valeur ajoutée qu'ils ont dans la communauté à travers l'organisme et de l'ensemble de leurs bénévoles, ça fait toute une différence en termes de qualité de vie puis de milieu de vie. Et nous voulons continuer à favoriser cette synergie-là qu'il peut y avoir entre les organismes communautaires. Merci, Martine. Alors, je reprends, non pas le micro, mais le plateau. Je voudrais revenir sur deux dossiers qui nous préoccupent beaucoup, que vous avez dans le communiqué. Le premier, qui est celui de la santé et des services sociaux. On a travaillé fort depuis que nous sommes au gouvernement pour que notre région rattrape un certain nombre de choses. La Montérégie est une région qui est historiquement sous-financée en matière de santé et de services sociaux. Le problème s'accroît du fait que c'est une région qui est en développement démographique. Donc, depuis notre arrivée au pouvoir, je pense qu'il faut commencer par dire ça, nous avons réussi, avec nos collègues Régent Hébert et Véronique Yvon, à injecter environ 40 millions de dollars de nouvel argent en matière de santé et de services sociaux. Le problème, c'est que c'est un rattrapage qui est de l'ordre de 21,4 %. Donc, on a comme diminué de un peu plus d'un cinquième notre manque à gagner. Et vous comprenez qu'il y a encore du chemin à faire. Alors, on se réjouit de ce 40 millions parce que c'est de l'argent qui va à des choses aussi précises que des services pour des enfants qui ont un trouble envahissant du développement, que des soins palliatifs, que des soins à domicile pour les personnes âgées. Donc, c'est de l'argent qui va vraiment offrir des services additionnels. Mais comme la région continue d'être en développement,
qu'il y a également une population vieillissante qui augmente, qui a besoin de plus de services. Nous avons l'ambition de corriger d'année en année jusqu'à ce qu'il y ait plus d'iniquité interrégionale et jusqu'à ce que la Montérégie ait sa juste part en matière de santé, de services sociaux. Puis j'ajouterai plus largement de services aux familles. Par exemple, nous sommes à la veille de savoir, on a très hâte de le savoir, combien la Montérégie aura-t-elle de nouvelles places en garderie, en CPE. On ne le sait pas encore, mais ça devrait être imminent, donc on vous en fera part quand on sera rendu là. Retenez surtout donc que le rattrapage pour nous, c'est un cheval de bataille qui va se poursuivre dans nos actions à venir. Autre dossier qui est extrêmement sensible, vous voyez qu'on en parle très, très quotidiennement presque, c'est celui du pont Champlain. Le pont Champlain, c'est une question qui préoccupe les gens de la Rive-Sud au plus haut point. Et là, il y a dans je dirais, le balai entre les autorités du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, des choses qui, à certains moments, sont évoquées et sur lesquelles nous réitérons notre position. Alors, notre position, elle est claire. Pas de péage sur le pont Champlain. Il y a un pont qui, pour toutes sortes de raisons, doit être démoli et reconstruit ailleurs. Et on veut qu'on reconstruise ce qu'on a. Actuellement, on a un pont qui est sans péage et on veut que ce soit un pont qui donne accès donc aux deux rives avec les mêmes paramètres qu'actuellement. On veut également, et ça, toute la région a pris position là-dessus, le gouvernement du Parti québécois a pris position également, nous voulons que ce pont soit doté d'un train léger sur rail, d'un système léger sur rail, le SLR, et nous pensons que le fédéral doit financer cela. Le Québec réclame, à juste titre, on peut dire encore sa juste part, 1 milliard de dollars pour permettre de construire ce fameux SLR qui désengorgerait bien évidemment la circulation et qui est, je dirais, la fine fleur du transport collectif, tout en continuant de déployer d'autres moyens de transport collectif, que ce soit train de banlieue, voies réservées. Vous vous rappelez qu'on a annoncé qu'après la ligne bleue à Montréal, ce sera la ligne jaune du métro. Donc, il y a un éventail de moyens en matière de transport collectif que nous avons à l'esprit. Mais bien entendu, quand on parle du pont Champlain, le SLR est au rendez-vous. Et nous souhaitons également qu'il y ait véritablement un bureau de projet fédéral et Québec pour réaliser le projet du pont Champlain. Ce qu'on trouve très malheureux avec nos collègues du transport et des relations intergouvernementales, c'est qu'on a l'impression qu'on se renvoie la balle. Normalement, on devrait travailler ensemble. Il devrait y avoir un bureau de projet qui soit conjoint et qui nous permette d'aller de l'avant. Ce sont donc des préoccupations que nous avons qui sont majeures, autour desquels nous faisons consensus. Il y a au-delà de ça, bien entendu, des réalités plus locales ou plus liées à des sous-régions de la Montérégie, mais le caucus retenait surtout qu'il a l'ambition, en 2014, on corrige le tir des iniquités, qu'on ait des transports collectifs qui soient de calibre et surtout qu'on soit une équipe encore plus nombreuse pour servir la population de la Montérégie. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui souhaitent ajouter un mot. Si c'est le cas, je leur donne volontiers le plateau un instant. Et puis après, on pourra avoir les questions, mais je ne sais pas si vous souhaitez. Tu aimerais ça sur le SLR? Vas-y. Oui, le milliard, là, c'est important de vous le souligner. Le collègue Alexandre Cloutier, qui est aux affaires intergouvernementales, l'a souligné à plusieurs reprises. Le milliard que nous demandons au gouvernement d'Ottawa, c'est 1 milliard qui serait prélevé à même un fonds existant. Là. Le fédéral a annoncé la création d'un fonds. Et dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que le Québec ait sa juste part de ce fonds fédéral qui existe déjà. Et ce qui est formidable, je pense qu'il faut le souligner, c'est que la position du gouvernement du Parti québécois, pas seulement du caucus de la Montérégie, mais la position du gouvernement du Parti québécois, c'est de dire que la part du Québec que nous souhaitons obtenir, ce milliard, donc, que nous souhaitons obtenir de ce fonds fédéral, on souhaite le consacrer complètement, totalement, à la construction du SLR. Alors, c'est vous dire à quel point c'est important pour notre gouvernement
que le projet du SLR se fasse. On est prêt, comme gouvernement, à prendre l'engagement que la totalité du milliard qu'on veut obtenir, auquel on a droit, qui nous serait versé par Ottawa, soit consacré dans sa totalité à la construction du SLR. C'est juste pour vous dire à quel point c'est une priorité pour le gouvernement de Mme Marois que ce projet-là se réalise. L'autre chose que je voulais vous dire, pour enchérir un peu sur ce que Marie a dit, c'est évident que plus la représentation, plus on aura de députés en Montérégie, plus on aura de poids politique pour effectuer le rattrapage dont Marie a parlé, plus on aura de poids politique pour obtenir la juste part de la Montérégie. Alors, on y travaille. On est allé chercher déjà, on a comblé 20 du retard qu'on a en matière de santé et services sociaux. Ça, c'est l'héritage du gouvernement libéral. C'est le gouvernement libéral qui, de façon, pour l'essentiel, nous a placés dans cette situation de déficit pour la Montérégie. Et nous, ce qu'on fait depuis qu'on est là, puis ça fait quoi, un petit peu plus d'1 an qu'on est là, déjà en une année, on a comblé 20 du retard. Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire si on avait quelques années encore devant nous. Et imaginez-vous ce qu'on pourrait faire si, en plus, on avait un gouvernement qui était majoritaire. Et ça, évidemment, bien, ça passe par plus de députés en Montérégie. Voilà. Donc, c'est une façon d'avoir une représentation plus forte en Montérégie. C'est une façon de donner encore plus de leadership et de donner encore plus de poids politique aux députés de la Montérégie que nous sommes. Je vois donc la période de questions. Allez, M. Giroux. D'accord. Alors, Maurice Giroux, Média Sud, Point Sud. Alors, je profite de la présence de Mme Lavoie et de M. Dainville pour poser des questions sur deux sujets. Vous avez des choses à faire ensemble, notamment le théâtre de la ville, notamment le conseil. Oh, excusez-moi, c'est trop possible. Ça arrive tout le temps. On le met sur le rouge. On le met sur le rouge. Pas prévu. Sais-tu comment ça marche, ça, Non. Maurice? Voilà. Alors, excusez-moi. C'est C'est enregistré. Alors, du théâtre de la ville, on nous dit, bon, c'est beau, c'est un beau projet. Quel est le deuxième Maurice? sujet? Oui, C'est Maurice. juste qu'on se prépare mentalement. Le deuxième sujet. Pardon. Tu dis deux sujets, le théâtre de la ville et l'autre? Et l'autre, c'est j'ai pas le temps de le dire, qui a été interrompu, c'est le fameux rapport du comité sur l'agglomération de Longueuil. Madame Lavoie. OK? Alors, donc, sur le premier, j'ai Non, pris M. soin de Giroux. relire M. les Giroux. procès-verbaux dans votre caucus de novembre et de celui de votre bilan du trium, de votre trio de décembre. Donc, c'est frais à l'esprit des choses qui ont été dites, là. Donc, c'est dans cette foulée-là que je demande mes deux questions. Donc, C'est beau, M. Giroux, on a compris. On va juste faire le point là-dessus, oui. Le projet, comme d'habitude, progresse. On nous dit qu'il n'est peut-être pas encore arrivé au conseil du Trésor, celui du théâtre de la ville. Est-ce que M. Dainville siège au conseil du Trésor? Pouvez-vous éclairer notre lanterne là-dessus? C'est moi qui vais vous en parler, D'accord. parce que je vais vous dire en passant que, compte tenu des possibles conflits d'intérêts de mon collègue à la culture, on m'a formellement donné la responsabilité de la culture pour ce qui est de Longueuil. Donc, les dossiers culturels qui doivent cheminer, on m'a demandé de m'en charger. Donc, le dossier n'est pas actuellement sur la table du Conseil du Trésor, mais le dossier a franchi une étape importante avant Noël, et on a une lettre qui en témoigne, c'est-à-dire que le dossier devait être complété à la satisfaction des exigences du ministère de la Culture et des Communications. Pourquoi il y avait une étape comme celle-là à franchir? Entre autres parce qu'entre la première version du projet et la version actuelle, il y a eu changement de site. Et le nouveau site qui est à proximité du métro nécessitait des investissements plus importants. Et il y avait un certain nombre de validations qui devaient être faites. Donc, et le dossier devait être complété, étoffé, vraiment de façon, je dirais, extrêmement rigoureuse. Et cela a été fait. Dans la dernière version qui a été déposée au ministère de la Culture et des Communications, on a dit du côté du ministère, tout est correct. Avec ce dossier-là, on est capable d'aller de l'avant. L'étape que nous avons maintenant à franchir, qui est bien évidemment l'étape cruciale, c'est celle du
financement de ce dossier-là. C'est à ça qu'on travaille. Alors moi, je n'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui, mais entre les dernières fois où on s'est parlé et maintenant, il y a tout de même ce progrès qui est donc entériné par une lettre que le promoteur a reçue et qui indique, si on veut employer un langage très simple, que nous avons fait nos devoirs ici. Il n'y a pas de choses qui traînent, il n'y a pas de calcul additionnel qu'on doit faire. Dans le dossier, le montage financier, les détails logistiques du dossier sont bien établis. Alors, on en est à l'étape du financement et bien entendu, moi, je fais toutes les représentations possibles et imaginables pour appuyer ce dossier. J'espère avoir de bonnes nouvelles à donner dans un délai raisonnable, mais étant donné qu'on est dans une période qui est globalement exigeante là, financièrement pour le gouvernement, vous comprenez que tout ne tombe pas là, comme une pomme mûre immédiatement, mais c'est en bonne voie. On peut dire oui, c'est en bonne voie. Non, le Conseil du Trésor, lui, il ne nous dit pas faites-moi un calendrier. Le Conseil du Trésor est saisi des dossiers quand ils sont mûrs pour approbation finale. Donc, on ne va pas au Conseil du Trésor 5-6 fois, là. Quand on y va, normalement, on y va pour financement. Mais moi, je suis en rapport direct avec le président du Conseil du Trésor, avec le ministère de la Culture et des Communications. Je suis en rapport direct. Mais le dossier, quand il va arriver au Conseil du Trésor, normalement, il devrait être assez bien attaché qu'ils disent oui, tout simplement. Hein, Bernard? Il devrait être ça. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Nous sommes deux ministres de la Montérégie à siéger au Conseil du Trésor. Oui. Alors, oui. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par quoi. Tu veux ajouter quelque chose? Mais c'est important, ce que Marie vient de dire, là. Marie vient de dire, c'est important, là. Le dossier avance, le dossier progresse. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Entre le moment où on a émis entre le mois de décembre et aujourd'hui, il y a eu du progrès, donc le dossier continue à bien avancer. Et l'autre chose, je pense, Marie est une femme fort modeste, là, mais dans le fond, ce qu'elle vient de vous annoncer, c'est que pour ce qui est des dossiers de culture, j'insiste là-dessus, là, pour ce qui est des dossiers de culture concernant l'agglomération, c'est Marie maintenant qui est la grande responsable des dossiers culturels pour le gouvernement du Québec. Là. Pour le gouvernement du Québec, en ce qui concerne les dossiers culture, c'est Mme Malavoie maintenant qui pilote ça. Donc, ça nous donne un poids de plus pour continuer à faire avancer ce projet-là. Le deuxième sujet, peut-être? Alors, le deuxième, l'agglomération. Page du rapport, très bien fait d'ailleurs. Sauf qu'en conclusion, on se demande si c'est pas une souris dont on accouche. Et surtout, ma question très précise, c'est qu'on parle de financement d'un édifice, d'un objet de caractère métropolitain. Est-ce que c'est le bord de l'eau, je ne sais pas quoi. Puis quand on dit que le parallèle de ce projet-là, ça serait le Cosmodome de Laval. C'est tombé à terre parce qu'on sait que c'est un scandale. Là, ça a été un scandale, ça arrive encore. Là, comme donc, les citoyens de la Montérégie payent pour le Cosmodome de Laval. Il y aura... ce projet. Je vais vous répondre plus globalement que ça. Il y aura un point de presse spécifique pour parler du rapport de l'agglomération et des suites à donner. Pour le moment, le rapport, il est déposé. Il est en discussion avec les autorités municipales concernées par ce territoire-là. Il n'y a pas de décision qui soit arrêtée. Il y a des pistes, particulièrement dans le domaine touristique, qui sont très intéressantes. Mais le rapport a l'avantage de faire consensus autour d'un certain nombre de sujets. Et on les reprendra en un autre temps. Là, aujourd'hui, je ne suis pas à même de vous en dire beaucoup plus de choses parce que moi-même, j'ai lu le rapport, j'ai discuté avec le président, mais je dois rencontrer maintenant les autorités politiques qui couvrent ce territoire pour qu'on dégage ce qui sera prioritaire et qu'on voit quel levier, par exemple, si on veut une entente de partenariat dans le domaine touristique, bon, quel levier on utilise et quel calendrier on se donne. Mais j'ai... L'équipement à vocation métropolitaine à Longueuil. Ça signifie la France? Oui, mais là, je ne veux pas m'embarquer, moi, dans une comparaison avec Cosmodome ou pas. Moi, je n'ai pas rédigé le rapport. Donc,
ce que je sais, c'est que dans ce rapport, ce que l'on souhaite, c'est avoir comme attraction, entre autres touristique, quelque chose qui fasse image. Je pense que quand on évoque Cosmodome, je ne crois pas que ce soit pour faire la même chose. Je pense que c'est parce qu'on évoque une installation qui fait image et qui, de fait, a une force d'attraction. Mais je ne peux pas aller plus loin pour dire qu'est-ce que ça devrait être pour Longueuil. De toute façon, ce n'est pas moi qui le déciderai. Ce qui est sûr, c'est que l'axe récréo-touristique est un axe intéressant et sur lequel, manifestement, il y a des choses à faire pour que l'agglomération de Longueuil tire mieux son épingle du jeu, puisqu'elle a une double appartenance montérégienne et métropolitaine. Comment elle peut mieux tirer son épingle du jeu? On aura l'occasion de s'en reparler. Autre question de notre président. Yann, de chez l'Express. Oui. Concernant le 40 millions qui a été investi en santé, c'est strictement pour le maintien de Non. C'est quelque chose qui... J'ai dit rapidement un certain nombre d'éléments, mais tout à l'heure, quand j'en ai parlé, j'ai parlé de soins à domicile. Ça, c'est un peu plus de 8 millions. Il y a une partie également qui va aux organismes communautaires, une partie pour les jeunes de plus de 21 ans. Vous connaissez cette problématique-là de jeunes de plus de 21 ans qui sont dans le réseau scolaire, qui ont des difficultés graves et qui, une fois dans le réseau scolaire, une fois sortis à 21 ans du réseau scolaire, sont nulle part. On a ajouté de l'argent pour leur offrir des services. On a de l'argent, évidemment, d'indexation, donc avoir tout simplement des enveloppes plus importantes. Il y a une grosse partie de ces sommes-là, à la fois au plan de l'équité de la région, mais il y a de l'argent qui va aussi à des fournitures médicales, à des médicaments. Il y a des soins palliatifs pour les personnes âgées. Donc tout ça, c'est, je ne sais pas, 2, 4, 6, 8, 9. Il y a à peu près 9-10 rubriques, dont plusieurs touchent les personnes âgées. Donc c'est divisé, si vous voulez. Ce n'est pas une somme unique, mais si on cumule les annonces que mes collègues ont faites, Régent Hébert et Véronique Yvon, on arrive à cette somme-là. Tout ça, c'est de l'argent neuf. Par exemple, quand on dit qu'en soutien aux organismes communautaires, on a ajouté 1 445 000 $, c'est neuf. Quand on dit que pour l'indexation, fournitures médicales et médicaments, on a ajouté 11 571 000 $, c'est de l'argent neuf. Je ne sais pas si ça, Charles, c'est quelque chose que les gens... que l'agence pourrait fournir. C'est des données que l'agence nous a fournies. Là, Charles pourrait vous rappeler avec ça. Oui, mais le 40 millions, c'est à la fois... D'abord, c'est de l'argent neuf. C'est 40 millions additionnels. Marie vous a fait la description de certaines des priorités auxquelles cet argent-là va servir. Donc, les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes d'un trouble de l'autisme, par exemple. Bon, il y a plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour les soins de santé de façon générale, plus d'argent pour les groupes communautaires également. Puis, dans ce 40 millions-là, ce qui est important, c'est qu'il y a une partie de cet argent-là qui sert à corriger le manque à gagner, qui sert à corriger le fameux déficit, là, le retard là, dont souffre la Montérégie. Donc, le 40 millions, c'est de l'argent neuf, ça c'est clair, et il y a une partie de cet argent-là qui nous sert justement à corriger le retard, à rattraper une partie du retard, dans le fond. Voilà. C'est-à-dire que le 21,4, c'est la correction. Okay? Si on voulait corriger à 100%, il faudrait qu'on en fasse plus. Mais là-dessus, il y a de l'argent qui, d'après les chiffres que nous avons, il y a à peu près 23,5 millions qui est en termes de correction pour l'équité. Offrir plus de services médicaux, plus de services de fourniture médicale, de médicaments, à peu près ça. Mais si vous vouliez des informations plus précises, honnêtement, c'est l'agence qui pourrait vous donner, parce que nous, on a des documents qui sont fournis par eux. On ne peut pas répondre à ça. On vous dit que là, en un peu plus d'un an, on a corrigé à 21,4. Nos collègues, nos deux ministres collègues à la santé et aux services sociaux sont, je dirais, très
conscients de la situation et travaillent fort parce qu'ils ont déjà réussi à faire cette correction. Régent Hébert a dit, je me souviens dans la conférence de presse qui annonçait ça, il a dit, voyez ce qu'on a fait en 1 an, imaginez ce qu'on pourrait faire en 4. Donc on peut imaginer que dans un mandat, un plein mandat, on progresse encore. Mais il y a une chose qu'il faut savoir toutefois et qui rend l'exercice complexe, c'est que la situation de la Montérégie est telle que les besoins augmentent. Et donc, plus la population est nombreuse, plus la population est vieillissante, plus les besoins augmentent. Donc, le 21,4 %, je vous dis ça parce que c'est juste une réalité, au printemps dernier, il était 27 %. Vous comprenez? On avait corrigé à 27 %. Là, ce n'est pas parce qu'on a enlevé des choses, c'est juste parce que les besoins ont augmenté. Donc, les besoins actuellement seraient de... le déficit, je crois qu'il est autour de 100 millions, 99 millions, 97 millions. Et donc, on le corrige, mais en même temps, si les besoins augmentent, bien entendu, il faut le corriger encore plus. Mais ce qu'on peut dire, une chose est sûre, par contre, c'est que l'objectif de corriger l'inéquité, ça, c'est un objectif prioritaire, là. Nous, on a l'intention comme gouvernement, puis ça, c'est ce que Régent avait dit, effectivement, oui, qui était venu, c'est qu'il veut pas... Régent ne veut pas s'arrêter à 20 %. Là. Régent et Véronique ne veulent pas s'arrêter à 20 % L'objectif, c'est de continuer la correction. Continuer la correction. Continuer le rattrapage pour qu'on ait notre juste part. Les mots-clés ici, là, c'est juste part. Les gens de la Montérégie, les gens qu'on représente ici autour de cette table, ils ont droit aux mêmes services de santé, de services sociaux que le reste des Québécois. La Montérégie, comparée aux autres régions du Québec, se classe à quel niveau? Elle se classe dans les régions défavorisées. Mais entre autres parce que ce sont des régions comme la Couronne Nord d'ailleurs, comme la Naudière aussi, parce que ce sont des régions comme l'Outaouais, mais c'est des régions qui ont eu un boom démographique. Donc Montréal, par exemple, qui a une population qui est plus stable, a des services installés depuis longtemps. Mais nous, on a une population qui a été en développement, donc on a comme pris du retard. On n'a pas été capable, puis moi je dis, il y a eu 10 années de règne libéral. Pendant ces 10 années, on n'a pas été capable de corriger le tir au fur et à mesure. On a laissé la situation se dégrader, de sorte qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de besoins, mais proportionnellement moins de moyens. Et c'est ça qu'on essaie de corriger. L'inéquité, là, l'inéquité, c'est l'héritage libéral, ça. Ça, il faut le dire, là. Moi, j'étais porte-parole en santé pendant plusieurs années, puis j'avais Philippe Couillard devant moi, puis après ça, j'avais Yves Bolduc. Et j'ai posé, moi, beaucoup de questions et à Couillard et à Bolduc quand ils étaient ministres de la Santé. C'était ma responsabilité. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous faites pour corriger l'inéquité en Montérégie, mais aussi dans les autres régions qui souffrent d'une inéquité? Et ils me disaient, on s'en occupe, faites-vous-en pas, on s'en occupe. Quand Régent Hébert est arrivé au ministère de la Santé, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun plan pour corriger l'inéquité. Et c'est pour ça qu'on réussit, nous, à la corriger de 20 % en une seule année. C'est que pour nous, les députés qui sont ici, c'est une priorité. Et donc, ce que ça m'a révélé, moi, puis je vous le dis, je ne sais pas du spin que je vous donne là. Ce que ça m'a révélé, c'est que les libéraux nous ont négligés volontairement, même s'ils nous disaient qu'ils travaillaient là-dessus, c'est pas vrai. Ils n'ont pas travaillé là-dessus. Et la preuve en est, c'est que nous, en une année, on corrige 20 %. Eux, pendant 10 ans, ou tout près de 10 ans, ils nous ont laissé un déficit de plus de 100 millions pour la Montérégie. Alors, nous, on arrive, le gouvernement du Parti québécois, et en une année, on corrige 20 %. Imaginez-vous s'il y avait eu une volonté politique réelle des libéraux. On ne serait pas dans le trou comme on l'est là. Alors là, on a réussi en une année à faire 20 %. Imaginez-vous ce qu'on réussirait si on avait plusieurs années devant nous. Oui. C'est bon? Rapidement, parce que moi, il faut que je me souvienne. Concernant le Pont-Champlain et Nesbo Pont-Champlain, que pensez-vous de la solution de Mme Lisa Pépin, pour ne pas la nommer, concernant une zone franche métropolitaine où il y aurait des systèmes électroniques, rien à payer ou minimalement, donc l'idée de zone franche? Nous honnêtement, là, on a des choses extrêmement précises à dire concernant le SLR, concernant le milliard de dollars qui nous revient.
concernant le fait qu'on ne veut pas de péage. Mais on n'est pas en train de se substituer à notre collègue du ministère des Transports pour faire quelques scénarios que ce soit. Alors là-dessus, on le laisse travailler avec ses fonctionnaires. Ils ont toutes les qualifications pour le faire. Mais nous, on représente nous, on n'est pas des experts en matière de transport, on représente la population. Qu'est-ce que la population veut? Elle veut qu'il n'y ait pas de péage, parce qu'il n'y en a pas actuellement, et elle veut que ça fonctionne et qu'il y ait un système pas mal plus moderne et sécuritaire que le système des voies pour les autobus à contresens. Donc, puis il y avait un nouveau pont et qui tienne idéalement un peu plus longtemps la route, parce que moi, c'est pas parce que je veux me vieillir devant vous, mais moi, je me souviens de l'inauguration du pont Champlain. Fait que je trouve pas normal qu'alors que je suis pas encore tout à fait sortie du décor, je sois obligée de voir qu'il faut le démolir, le détruire et en construire un autre. Donc, il y a quelque chose là aussi que nous, on représente la population qui veut quelque chose de solide, de moderne et d'efficace. C'est tout un Moi, point. la parole individuelle. On peut faire des entrevues individuelles. Oui, là, on vous n'est plus dans le contexte de la motion. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est bon. Ça va? Ça va, mes collègues? Ça tourne? Il s'agit de la conférence de presse qui donne suite aux travaux du caucus de la Montérégie, le 8e du réforme du gouvernement. Sans plus tarder, il y aura une période de questions après, évidemment. Madame Manavoie, à vos ordres. Merci, bonjour. Bonne année 2014 pour ceux et celles que je n'aurai pas encore eu le plaisir de côtoyer en ce début d'année. Je suis heureuse de faire le point avec vous et avec mes collègues membres du caucus de la Montérégie. Nous sommes 7 ici présents. Pierre Duchesne s'est excusé, il devait être là, mais au dernier moment, ça n'a pas été possible. Il y a un dossier urgent avec le fédéral qui a requis son attention. Et sinon, nous représentons un caucus, vous savez, de 12 députés en Montérégie. Le titre, je crois, est évocateur de notre communiqué. Une feuille de route ambitieuse pour 2014. Nous avons de l'ambition, je dirais, à double titre. L'ambition d'abord que notre région, que nous représentons, ait dans tous les domaines sa juste part. Vous savez que la Montérégie est une région qui souffre de sous-financement dans différents domaines et notre ambition, c'est de continuer à corriger la situation. Donc, une ambition sur le fond des choses. Autre ambition, c'est d'être plus que 12 députés en Montérégie. On est dans une humeur déjà préélectorale, même si on ne connaît pas les échéances, mais soyez sûrs qu'on est déjà en mode action, en mode plan d'action également, pour nous assurer que la région soit encore mieux représentée par des députés du Parti québécois aux prochaines élections. Et donc, lors de caucus comme aujourd'hui, on discute bien entendu de stratégies pour augmenter notre nombre. On est heureux d'être 12, mais on pense que la région serait encore mieux desservie si on n'était plus que 12. Je vais laisser ma collègue Martine vous dire comment nous avons commencé la journée, puis ensuite je vais reprendre sur 2 dossiers qui retiennent particulièrement notre attention. Alors Martine, je passe le plateau comme elle nous l'a demandé. Merci Marie. Donc effectivement, une nouveauté que nous avons fait aujourd'hui pour travailler avec les organismes communautaires. Donc nous avons fait une formule 5 à 7 mais matinale pour rencontrer les organismes communautaires, particulièrement de la circonscription de La Porte. Mais comme vous savez, les organismes de la circonscription de La Porte travaillent aussi beaucoup dans l'ensemble de Saint-Hubert. Donc, c'est des organismes avec lesquels j'ai le plaisir de travailler là, régulièrement. Donc, dans un premier temps, peut-être remercier le Centre d'action bénévole qui nous a accueillis aujourd'hui ici pour notre caucus régional à l'intérieur de ces locaux. Mais l'ensemble des organismes, que ce soit le maintien à domicile, que ce soit du côté pour les tout-petits, que ce soit pour les artistes qui sont ici. Donc, on a rencontré les organismes communautaires là, du comté, mais aussi un petit peu plus large. Là, il y en avait de quelques autres comtés alentours, parce que vous savez, pour notre gouvernement, le travail avec les organismes communautaires qui sont des multiplicateurs de l'action sur le terrain est extrêmement important. La valeur ajoutée qu'ils ont dans la communauté à travers l'organisme et de l'ensemble de leurs bénévoles, ça fait toute une différence en termes de qualité de vie puis de milieu de vie. Et nous voulons continuer à favoriser cette synergie-là qu'il peut y avoir entre les organismes communautaires.
Merci Martine. Alors je reprends, non pas le micro, mais le plateau. Je voudrais revenir sur deux dossiers qui nous préoccupent beaucoup, que vous avez dans le communiqué. Le premier qui est celui de la santé et des services sociaux. On a travaillé fort depuis que nous sommes au gouvernement pour que notre région rattrape un certain nombre de choses. La Montérégie est une région qui est historiquement sous-financée en matière de santé et de services sociaux. Le problème s'accroît du fait que c'est une région qui est en développement démographique. Donc, depuis notre arrivée au pouvoir, je pense qu'il faut commencer par dire ça, nous avons réussi, avec nos collègues Régent Hébert et Véronique Yvon, à injecter environ 40 millions de dollars de nouvel argent en matière de santé et de services sociaux. Le problème, c'est que c'est un rattrapage qui est de l'ordre de 21,4 %. Donc, on a comme diminué de un peu plus d'un cinquième notre manque à gagner. Et vous comprenez qu'il y a encore du chemin à faire. Alors, on se réjouit de ce 40 millions parce que c'est de l'argent qui va à des choses aussi précises que des services pour des enfants qui ont un trouble envahissant du développement, que des soins palliatifs, que des soins à domicile pour les personnes âgées. Donc, c'est de l'argent qui va vraiment offrir des services additionnels. Mais comme la région continue d'être en développement, qu'il y a également une population vieillissante qui augmente, qui a besoin de plus de services, nous avons l'ambition de corriger d'année en année jusqu'à ce qu'il y ait plus d'iniquité interrégionale et jusqu'à ce que la Montérégie ait sa juste part en matière de santé, de services sociaux. Puis j'ajouterai plus largement de services aux familles. Par exemple, nous sommes à la veille de savoir, on a très hâte de le savoir, combien la Montérégie aura-t-elle de nouvelles places en garderie, en CPE. On ne le sait pas encore, mais ça devrait être imminent, donc on vous en fera part quand on sera rendu là. Retenez surtout donc que le rattrapage pour nous, c'est un cheval de bataille qui va se poursuivre dans nos actions à venir. Autre dossier qui est extrêmement sensible, vous voyez qu'on en parle très, très quotidiennement presque, c'est celui du pont Champlain. Le pont Champlain, c'est une question qui préoccupe les gens de la Rive-Sud au plus haut point. Et là, il y a dans le balai entre les autorités du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, des choses qui à certains moments sont évoquées et sur lesquelles nous réitérons notre position. Alors, notre position, elle est claire, pas de péage sur le pont Champlain. Il y a un pont qui, pour toutes sortes de raisons, doit être démoli et reconstruit ailleurs. Et on veut qu'on reconstruise ce qu'on a. Actuellement, on a un pont qui est sans péage et on veut que ce soit un pont qui donne accès donc aux deux rives avec les mêmes paramètres qu'actuellement. On veut également, et ça, toute la région a pris position là-dessus, le gouvernement du Parti québécois a pris position également, nous voulons que ce pont soit doté d'un train léger sur rail, d'un système léger sur rail, le SLR, et nous pensons que le fédéral doit financer cela. Le Québec réclame, à juste titre, on peut dire encore sa juste part, 1 milliard de dollars pour permettre de construire ce fameux SLR qui désengorgerait bien évidemment la circulation et qui est, la fine fleur du transport collectif, tout en continuant de déployer d'autres moyens de transport collectif, que ce soit train de banlieue, voies réservées. Vous vous rappelez qu'on a annoncé qu'après la ligne bleue à Montréal, ce sera la ligne jaune du métro. Donc, il y a un éventail de moyens en matière de transport collectif que nous avons à l'esprit. Mais bien entendu, quand on parle du pont Champlain, le SLR est au rendez-vous. Et nous souhaitons également qu'il y ait véritablement un bureau de projet fédéral et Québec pour réaliser le projet du pont Champlain. Ce qu'on trouve très malheureux avec nos collègues du transport et des relations intergouvernementales, c'est qu'on a l'impression qu'on se renvoie la balle. Normalement, on devrait travailler ensemble. Il devrait y avoir un bureau de projet qui soit conjoint et qui nous permette d'aller de l'avant. Ce sont donc des préoccupations que nous avons qui sont majeures.
autour desquels nous faisons consensus. Il y a au-delà de ça, bien entendu, des réalités plus locales ou plus liées à des sous-régions de la Montérégie, mais le caucus retenait surtout qu'il a l'ambition, en 2014, on corrige le tir des iniquités, qu'on ait des transports collectifs qui soient de calibre et surtout qu'on soit une équipe encore plus nombreuse pour servir la population de la Montérégie. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui souhaitent ajouter un mot. Si c'est le cas, je leur donne volontiers le plateau un instant. Et puis après, on pourra avoir les questions, mais je ne sais pas si vous souhaitez. Tu aimerais ça sur le SLR? Vas-y. Oui, le milliard, là, c'est important de vous le souligner. Le collègue Alexandre Cloutier, qui est aux affaires intergouvernementales, l'a souligné à plusieurs reprises. Le milliard que nous demandons au gouvernement d'Ottawa, c'est un milliard qui serait prélevé à même un fonds existant, là. Le fédéral a annoncé la création d'un fonds. Et dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que le Québec ait sa juste part de ce fonds fédéral qui existe déjà. Et ce qui est formidable, je pense qu'il faut le souligner, c'est que la position du gouvernement du Parti québécois, pas seulement du caucus de la Montérégie, mais la position du gouvernement du Parti québécois, c'est de dire que la part du Québec que nous souhaitons obtenir, ce milliard, donc, que nous souhaitons obtenir de ce fonds fédéral, on souhaite le consacrer complètement, totalement, à la construction du SLR. Alors, c'est vous dire à quel point c'est important pour notre gouvernement que le projet du SLR se fasse. On est prêt, comme gouvernement, à prendre l'engagement que la totalité du milliard qu'on veut obtenir, auquel on a droit, qui nous serait versé par Ottawa, soit consacré dans sa totalité à la construction du SLR. C'est juste pour vous dire à quel point c'est une priorité pour le gouvernement de Mme Marois que ce projet-là se réalise. L'autre chose que je voulais vous dire, pour enchérir un peu sur ce que Marie a dit, c'est évident que plus la représentation, plus on aura de députés en Montérégie, plus on aura de poids politique pour effectuer le rattrapage dont Marie a parlé, plus on aura de poids politique pour obtenir la juste part de la Montérégie. Alors, on y travaille. On est allé chercher déjà, on a comblé 20 du retard qu'on a en matière de santé et services sociaux. Ça, c'est l'héritage du gouvernement libéral. C'est le gouvernement libéral qui, de façon, pour l'essentiel, nous a placés dans cette situation de déficit pour la Montérégie. Et nous, ce qu'on fait depuis qu'on est là, puis ça fait quoi, un petit peu plus d'1 an qu'on est là, déjà en une année, on a comblé 20 du retard. Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire si on avait quelques années encore devant nous. Et imaginez-vous ce qu'on pourrait faire si, en plus, on avait un gouvernement qui était majoritaire. Et ça, évidemment, bien, ça passe par plus de députés en Montérégie. Voilà. Donc, c'est une façon d'avoir une représentation plus forte en Montérégie. C'est une façon de donner encore plus de leadership et de donner encore plus de poids politique aux députés de la Montérégie que nous sommes. D'accord. Alors, Maurice Giroux, Médiasud.sud. Alors, je profite de la présence de Mme Lavoie et de M. Dainville pour poser des questions sur deux sujets. Vous avez des choses à faire ensemble, notamment le Théâtre de la Ville, notamment le Conseil. Oh, excusez-moi, c'est trop possible. On est sur le rouge. On est sur le rouge. Pas prévu. Sais-tu comment ça marche, ça, Maurice? Voilà. Alors, excusez-moi. C'est enregistré. Alors, sur le Théâtre de la Ville, on nous dit, bon, c'est beau, c'est un beau projet. Quel est le deuxième sujet? Juste qu'on se prépare mentalement. Le deuxième sujet. Tu dis deux sujets, le Théâtre de la Ville et l'autre? Et l'autre, c'est j'ai pas le temps de le dire, qui a été interrompu, c'est le fameux rapport du comité sur l'agglomération de Longueuil. Madame Lavoie. OK. Alors, donc, sur le premier, j'ai pris soin de relire les procès-verbaux dans votre caucus de novembre et de celui de votre bilan du trium, de votre trio de décembre. Donc, c'est frais à l'esprit des choses qui ont été dites, là. Donc, c'est dans cette foulée-là que je demande mes deux questions. Donc, c'est bon, M. Giroux, on a compris. On va juste faire le point là-dessus, oui. Le projet, comme d'habitude, progresse. On nous dit qu'il n'est peut-être pas encore arrivé au Conseil du Trésor, celui du Théâtre de la Ville. Est-ce que M. Dainville siège au Conseil du Trésor? Pouvez-vous éclairer notre antenne là-dessus? C'est moi qui vais vous en parler. Parce que je vais vous dire en passant que
compte tenu des possibles conflits d'intérêts de mon collègue à la culture, on m'a formellement donné la responsabilité de la culture pour ce qui est de Longueuil. Et donc les dossiers culturels qui doivent cheminer, on m'a demandé de m'en charger. Donc le dossier n'est pas actuellement sur la table du Conseil du Trésor, mais le dossier a franchi une étape importante avant Noël, et on a une lettre qui en témoigne, c'est-à-dire que le dossier devait être complété à la satisfaction des exigences du ministère de la Culture et des Communications. Pourquoi il y avait une étape comme celle-là à franchir? Entre autres parce qu'entre la première version du projet et la version actuelle, il y a eu changement de site. Et le nouveau site qui est à proximité du métro nécessitait des investissements plus importants. Et il y avait un certain nombre de validations qui devaient être faites. Donc, et le dossier devait être complété, étoffé, vraiment de façon, je dirais, extrêmement rigoureuse. Et cela a été fait. Dans la dernière version qui a été déposée au ministère de la Culture et des Communications, on a dit du côté du ministère, tout est correct. Avec ce dossier-là, on est capable d'aller de l'avant. L'étape que nous avons maintenant à franchir, qui est bien évidemment l'étape cruciale, c'est celle du financement de ce dossier-là. C'est à ça qu'on travaille. Alors moi, je n'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui, mais entre les dernières fois où on s'est parlé et maintenant, il y a tout de même ce progrès qui est donc entériné par une lettre que le promoteur a reçue et qui indique, si on veut employer un langage très simple, que nous avons fait nos devoirs ici. Il n'y a pas de choses qui traînent, il n'y a pas de calcul additionnel qu'on doit faire. Dans le dossier, le montage financier, les détails logistiques du dossier sont bien établis. Alors, on en est à l'étape du financement et bien entendu, moi je fais toutes les représentations possibles et imaginables pour appuyer ce dossier. J'espère avoir de bonnes nouvelles à donner dans un délai raisonnable, mais étant donné qu'on est dans une période qui est globalement exigeante là, financièrement pour le gouvernement, vous comprenez que tout ne tombe pas là, comme une pomme mûre immédiatement, mais c'est en bonne voie. On peut dire oui, c'est en bonne voie. Non, le Conseil du Trésor, lui, il ne nous dit pas faites-moi un calendrier. Le Conseil du Trésor est saisi des dossiers quand ils sont mûrs pour approbation finale. Donc, on ne va pas au Conseil du Trésor 5-6 fois, là. Quand on y va, normalement, on y va pour financement. Mais moi, je suis en rapport direct avec le président du Conseil du Trésor, avec le ministère de la Culture et des Communications. Je suis en rapport direct. Mais le dossier, quand il va arriver au Conseil du Trésor, normalement, il devrait être assez bien attaché qu'ils disent oui, tout simplement. Hein, Bernard? Il devrait être ça. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Nous sommes deux ministres de la Montérégie à siéger au Conseil du Trésor. Oui. Alors, oui. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par poids lourd. Tu veux ajouter quelque chose? Mais c'est important, ce que Marie vient de dire, là. Marie vient de dire, c'est important, là. Le dossier avance, le dossier progresse. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Entre le moment où on a émis entre le mois de décembre et aujourd'hui, il y a eu du progrès, donc le dossier continue à bien avancer. Et l'autre chose, je pense, Marie est une femme fort modeste, là, mais dans le fond, ce qu'elle vient de vous annoncer, c'est que pour ce qui est des dossiers de culture, j'insiste là-dessus, là, pour ce qui est des dossiers de culture concernant l'agglomération, c'est Marie maintenant qui est la grande responsable des dossiers culturels pour le gouvernement du Québec. Là. Pour le gouvernement du Québec, en ce qui concerne les dossiers culture, c'est Mme Malavoie maintenant qui pilote ça. Donc, ça nous donne un poids de plus pour continuer à faire avancer ce projet-là. Le deuxième sujet, peut-être? Alors, le deuxième, l'agglomération. Page du rapport, très bien fait d'ailleurs. Sauf qu'en conclusion, on se demande si c'est pas une souris dont on accouche. Et surtout, ma question très précise, c'est qu'on parle de financement d'un édifice, d'un objet de caractère métropolitain. Est-ce que c'est le bord de l'eau, je ne sais pas quoi. Puis quand on dit que le parallèle de ce projet-là, ça serait le Cosmodrome de Laval. Je tombe à terre parce qu'on sait que c'est un scandale.
Ça a été un scandale, ça l'est encore. Là, donc, les citoyens de la Montérégie payent Il y aura, pour le Cosmodome de Laval. il y aura, Le projet. je vais vous répondre plus globalement que ça, il y aura un point de presse spécifique pour parler du rapport de l'agglomération et des suites à donner. Pour le moment, le rapport, il est déposé. Il est en discussion avec les autorités municipales concernées par ce territoire-là. Il n'y a pas de décision qui soit arrêtée. Il y a des pistes, particulièrement dans le domaine touristique, qui sont très intéressantes. Mais le rapport a l'avantage de faire consensus autour d'un certain nombre de sujets. Et on les reprendra en un autre temps. Là, aujourd'hui, je suis pas à même de vous en dire beaucoup plus de choses parce que moi-même, j'ai lu le rapport, j'ai discuté avec le président, mais je dois rencontrer maintenant les autorités politiques qui couvrent ce territoire pour qu'on dégage ce qui sera prioritaire et qu'on voit quel levier, par exemple, si on veut une entente de partenariat dans le domaine touristique, bon, quel levier on utilise et quel calendrier on se donne. Mais j'ai... L'équipement à vocation métropolitaine à Longueuil. Ça signifie la France. Oui, mais là, je ne veux pas m'embarquer, moi, dans une comparaison avec Cosmodome ou pas. Moi, je n'ai pas rédigé le rapport. Donc, ce que je sais, c'est que dans ce rapport, ce que l'on souhaite, c'est avoir comme attraction, entre autres touristique, quelque chose qui fasse image. Je pense que quand on évoque Cosmodome, je ne crois pas que ce soit pour faire la même chose. Je pense que c'est parce qu'on évoque une installation qui fait image et qui, de fait, a une force d'attraction. Mais je ne peux pas aller plus loin pour dire qu'est-ce que ça devrait être pour Longueuil. De toute façon, ce n'est pas moi qui le déciderai. Ce qui est sûr, c'est que l'axe récréo-touristique est un axe intéressant et sur lequel, manifestement, il y a des choses à faire pour que l'agglomération de Longueuil tire mieux son épingle du jeu, puisqu'elle a une double appartenance montérégienne et métropolitaine. Comment elle peut mieux tirer son épingle du jeu? On aura l'occasion de s'en reparler. Autre question de notre média. Yann, de chez l'Express. Oui. Concernant le 40 millions qui a été investi en santé, c'est strictement pour le maintien de... Non. C'est quelque chose qui... J'ai dit rapidement un certain nombre d'éléments, mais tout à l'heure, quand j'en ai parlé, j'ai parlé de soins à domicile. Ça, c'est un peu plus de 8 millions. Il y a une partie également qui va aux organismes communautaires, une partie pour les jeunes de plus de 21 ans. Vous connaissez cette problématique-là de jeunes de plus de 21 ans qui sont dans le réseau scolaire, qui ont des difficultés graves et qui, une fois dans le réseau scolaire, une fois sortis à 21 ans du réseau scolaire, sont nulle part. On a ajouté de l'argent pour leur offrir des services. On a de l'argent, évidemment, d'indexation, donc avoir tout simplement des enveloppes plus importantes. Il y a une grosse partie de ces sommes-là, à la fois au plan de l'équité de la région, mais il y a de l'argent qui va aussi à des fournitures médicales, à des médicaments. Il y a des soins palliatifs pour les personnes âgées. Donc tout ça, c'est, je ne sais pas, 2, 4, 6, 8, 9. Il y a à peu près 9-10 rubriques, dont plusieurs touchent les personnes âgées. Donc c'est divisé, si vous voulez. Ce n'est pas une somme unique, mais si on cumule les annonces que mes collègues ont faites, Régent Hébert et Véronique Yvon, on arrive à cette somme-là. Tout ça, c'est de l'argent neuf. Par exemple, quand on dit qu'en soutien aux organismes communautaires, on a ajouté 1 445 000 $, c'est neuf. Quand on dit que pour l'indexation, fournitures médicales et médicaments, on a ajouté 11 571 000 $, c'est de l'argent neuf. Je ne sais pas si ça, Charles, c'est quelque chose que les gens... que l'agence pourrait fournir. C'est des données que l'agence nous a fournies. Là, Charles pourrait vous rappeler avec ça. Oui, mais le 40 millions, c'est à la fois... D'abord, c'est de l'argent neuf. C'est 40 millions additionnels. Marie vous a fait la description de certaines des priorités auxquelles cet argent-là va servir. Donc, les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes d'un trouble de l'autisme, par exemple. Bon.
Il y a plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour les soins de santé de façon générale, plus d'argent pour les groupes communautaires également. Puis dans ce 40 millions-là, ce qui est important, c'est qu'il y a une partie de cet argent-là qui sert à corriger le manque à gagner, qui sert à corriger le fameux déficit, là, le retard là, dont souffre la Montérégie. Donc, le 40 millions, c'est de l'argent neuf, ça c'est clair, et il y a une partie de cet argent-là qui nous sert justement à corriger le retard, à rattraper une partie du retard, dans le fond. Voilà. C'est-à-dire que le 21,4, c'est la correction. Okay? Si on voulait corriger à 100%, il faudrait qu'on en fasse plus. Mais là-dessus, il y a de l'argent qui, d'après les chiffres que nous avons, il y a à peu près 23,5 millions qui est en termes de correction pour l'équité. Offrir plus de services médicaux, plus de services de fourniture médicale, de médicaments, à peu près ça. Mais si vous vouliez des informations plus précises, honnêtement, c'est l'agence qui pourrait vous donner, parce que nous, on a des documents qui sont fournis par eux. On ne peut pas répondre à ça. On vous dit que là, en un peu plus d'un an, on a corrigé à 21,4. Nos collègues, nos deux ministres collègues à la santé et aux services sociaux sont, je dirais, très conscients de la situation et travaillent fort parce qu'ils ont déjà réussi à faire cette correction. Régent Hébert a dit, je me souviens dans la conférence de presse qui annonçait ça, il a dit, voyez ce qu'on a fait en un an, imaginez ce qu'on pourrait faire en 4. Donc on peut imaginer que dans un mandat, un plein mandat, on progresse encore. Mais il y a une chose qu'il faut savoir toutefois et qui rend l'exercice complexe, c'est que la situation de la Montérégie est telle que les besoins augmentent. Et donc, plus la population est nombreuse, plus la population est vieillissante, plus les besoins augmentent. Donc, le 21,4 %, je vous dis ça parce que c'est juste une réalité, au printemps dernier, il était 27 %. Vous comprenez? On avait corrigé à 27 %. Là, ce n'est pas parce qu'on a enlevé des choses, c'est juste parce que les besoins ont augmenté. Donc, les besoins actuellement seraient de... le déficit, je crois qu'il est autour de 100 millions, 99 millions, 97 millions. Et donc, on le corrige, mais en même temps, si les besoins augmentent, bien entendu, il faut corriger encore plus. Mais ce qu'on peut dire, une chose est sûre, par contre, c'est que l'objectif de corriger l'inéquité, ça, c'est un objectif prioritaire, là. Nous, on a l'intention comme gouvernement, puis ça, c'est ce que Régent avait dit, effectivement, oui, qui était venu, c'est qu'il veut pas... Régent ne veut pas s'arrêter à 20 %. Là. Régent et Véronique ne veulent pas s'arrêter à 20 % L'objectif, c'est de continuer la correction. Continuer la correction. Continuer le rattrapage pour qu'on ait notre juste part. Les mots-clés ici, là, c'est juste part. Les gens de la Montérégie, les gens qu'on représente ici autour de cette table, ils ont droit aux mêmes services de santé, de services sociaux que le reste des Québécois. La Montérégie, comparée aux autres régions du Québec, se classe à quel niveau? Elle se classe dans les régions défavorisées. Mais entre autres parce que ce sont des régions comme la Couronne-Nord d'ailleurs, comme la Naudière aussi, parce que ce sont des régions comme l'Outaouais, mais c'est des régions qui ont eu un boom démographique. Donc Montréal, par exemple, qui a une population qui est plus stable, a des services installés depuis longtemps. Mais nous, on a une population qui a été en développement, donc on a comme pris du retard. On n'a pas été capable, puis moi je dis, il y a eu 10 années de règne libéral. Pendant ces 10 années, on n'a pas été capable de corriger le tir au fur et à mesure. On a laissé la situation se dégrader, de sorte qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de besoins, mais proportionnellement moins de moyens. Et c'est ça qu'on essaie de corriger. L'inéquité, là, l'inéquité, c'est l'héritage libéral, ça. Ça, il faut le dire, là. Moi, j'étais porte-parole en santé pendant plusieurs années, puis j'avais Philippe Couillard devant moi, puis après ça, j'avais Yves Bolduc. Et j'ai posé, moi, beaucoup de questions et à Couillard et à Bolduc quand ils étaient ministres de la Santé. C'était ma responsabilité. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous faites pour corriger l'inéquité en Montérégie, mais aussi dans les autres régions qui souffrent d'une inéquité? Et ils me disaient, on s'en occupe, faites-vous-en pas, on s'en occupe. Quand Régent Hébert est arrivé au ministère de la Santé, il s'est rendu compte qu'il y avait
aucun plan pour corriger l'inéquité. Et c'est pour ça qu'on réussit, nous, à la corriger de 20 % en une seule année. C'est que pour nous, les députés qui sont ici, c'est une priorité. Et donc, ce que ça m'a révélé, moi, puis je vous le dis, je ne sais pas du spin que je vous donne là. Ce que ça m'a révélé, c'est que les libéraux nous ont négligés volontairement, même s'ils nous disaient qu'ils travaillaient là-dessus, c'est pas vrai. Ils n'ont pas travaillé là-dessus. Et la preuve en est, c'est que nous, en une année, on corrige 20 %. Eux, pendant 10 ans, ou tout près de 10 ans, ils nous ont laissé un déficit de plus de 100 millions pour la Montérégie. Alors, nous, on arrive, le gouvernement du Parti québécois, et en une année, on corrige 20 %. Imaginez-vous s'il y avait eu une volonté politique réelle des libéraux. On ne serait pas dans le trou comme on l'est là. Alors là, on a réussi en une année à faire 20 %. Imaginez-vous ce qu'on réussirait si on avait plusieurs années devant nous. Oui. C'est bon? Rapidement, parce que moi, il faut que je me souvienne. Concernant le Pont-Champlain et Nesbo-Pont-Champlain, que pensez-vous de la solution de Mme Lisa Pépin, pour ne pas la nommer, concernant une zone franche métropolitaine où il y aurait des systèmes électroniques, rien à payer ou minimalement, dans l'idée de zone franche? Nous honnêtement, là, on a des choses extrêmement précises à dire concernant le SLR, concernant le milliard de dollars qui nous revient, concernant le fait qu'on ne veut pas de péage. Mais on n'est pas en train de se substituer à notre collègue du ministère des Transports pour faire quelques scénarios que ce soit. Alors là-dessus, on le laisse travailler avec ses fonctionnaires. Ils ont toutes les qualifications pour le faire. Mais nous, on représente nous, on n'est pas des experts en matière de transport, on représente la population. Qu'est-ce que la population veut? Elle veut qu'il n'y ait pas de péage, parce qu'il n'y en a pas actuellement, et elle veut que ça fonctionne et qu'il y ait un système pas mal plus moderne et sécuritaire que le système des voies pour les autobus à contresens. Donc, puis il y avait un nouveau pont, et qui tienne idéalement un peu plus longtemps la route, parce que moi, c'est pas parce que je veux me vieillir devant vous, mais moi, je me souviens de l'inauguration du pont Champlain. Fait que je trouve pas normal qu'alors que je suis pas encore tout à fait sortie du décor, je sois obligée de voir qu'il faut le démolir, le détruire et en construire un autre. Donc, il y a quelque chose là aussi que nous, on représente la population qui veut quelque chose de solide, de moderne et d'efficace. Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est bon. Ça, est-ce que c'était le